c'est mon grand énorme plaisir à inviter ici Gila Clara Quesos. C'est quelqu'un, c'est une personne absolument remarquable, avec une carrière remarquable, l'expérience personnelle aussi très, très, très intéressante. Donc, c'est quelqu'un avec un parcours académique donc très solide. C'est un docteur qui a travaillé aussi avec Tal Ben-Shahar, qui travaille à Harvard, qui travaille sur énormément de projets humanitaires et un projet international aussi, qui travaille avec UNESCO, les Nations Unies, sur des projets vraiment très, très intéressants, qui combine un parcours artistique, le fait d'être une actrice, avec un parcours de leadership et coaching. Donc, c'est Gila, tu accompagnes, tu travailles beaucoup avec les très grandes entreprises et tu l'accompagnes dans la transformation, aussi beaucoup vers la résilience. Donc bienvenue Gila. Est-ce que tu aimerais bien un petit peu ajouter, parce que j'ai fait quelques petits morceaux de ta vie qui est très très riche. Est-ce que tu aimerais bien un petit peu de rajouter et te présenter, parce que tu as un parcours vraiment très intéressant, très différent, une combinaison de plein de thématiques. Merci avant tout, Ilona, de me permettre de prendre la parole devant tant de belles personnes aujourd'hui. Je vois des visages, et puis si je ne vois pas de visage, ben, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Donc merci beaucoup d'être présent. Merci aussi de cette élogieuse introduction. Ce qui peut être intéressant, surtout pour les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est de savoir que je me base avant tout sur ma carrière de comédienne. Alors, pas comédienne connue, mais une comédienne qui a quand même eu la chance de pouvoir faire le conservatoire et qui va avoir comme fil rouge de sa carrière de pouvoir mettre au service des personnes qui sont des sans-voix, en tout cas des personnes qui n'ont pas la parole dans l'espace public, toutes les méthodes théâtrales, toutes les méthodes pour pouvoir bien dire, pour pouvoir mieux impacter et pour pouvoir aussi faire une catharsis en fait. C'est aussi tout ce qui va toucher, on va dire, l'art de la guérison par le dire, qui est une partie importante de la psychologie positive. Et d'ailleurs, je pourrais revenir aussi sur ce que vous proposez aussi chez Positran à cet effet. Donc c'est vrai que l'idée d'avoir pour point de départ le théâtre peut être intéressante pour vous, parce que ce qui va s'agir de faire au niveau de la résilience, à mon petit niveau, c'est toujours se demander, ok, en termes de communication, par rapport aux recherches que j'ai pu faire académiques, et tu as eu la gentillesse de citer le doctorat que j'ai fait avec Elie Wiesel, un autre grand résilient, doctorat qui était fondé aussi sur comment le théâtre pouvait aider le survivant de la Shoah, puis en parallèle, ensuite à cela, ouvrir les recherches sur la question de comment est-ce que le théâtre peut aider le survivant du Rwanda, survivant de Bosnie, toutes les questions aussi qui touchent ensuite, non pas seulement à la question de la survivance de génocide, mais comment réussir à dépasser le traumatisme, avec la chance que j'ai eue de travailler avec des personnes ayant souffert d'excision dans le centre City of Joy d'Avansler au Congo. Donc, c'est vraiment ces questions-là qui, pour moi, ont été essentielles, en me disant que plutôt que, même si j'ai aimé ça et j'aime encore ça, plutôt que de me mettre en lumière pour pouvoir transporter la voix d'un auteur pour dire des choses sur d'autres personnes ou sur de la fiction, eh bien pourquoi ne pas déplacer, défocaliser, on dirait, la lumière et leur permettre à eux de pouvoir se mettre en scène dans leur discours, dans leur façon de pouvoir s'adresser au public pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être important. Et puis ensuite, Harvard va venir après la découverte du coaching, la découverte de la psychologie positive aussi, également, puisque Harvard va me proposer un cours sur théâtre et droits de l'homme. Et c'est à Harvard, alors que j'étais proche du burn-out à force de récolter tous ces témoignages de grande souffrance, c'est Harvard Université qui va me permettre de pouvoir prendre le cours de Tal Ben-Shahar, le grand professeur de psychologie positive. Tout à fait. Et ensuite, en fait, de réaliser que cette transformation sociétale que je rêvais de faire au travers des personnes grands traumatisées, des survivants de génocide, elle devait se faire, et je reprends les mots de Tal, aussi par l'institutionnel, aussi par l'entreprise, aussi par cette souffrance quotidienne qui n'était pas à sous-estimer. Et donc, c'est là où je vais me former au coaching et je vais avoir différentes pistes d'exploration, mais toujours avec, on va dire, la particularité de rajouter le jeu de rôle, les techniques théâtrales, la prise de parole comme domaine, on va dire, d'expertise. Absolument.
Donc, merci pour cette introduction très riche parce que vraiment, tu as cette énorme capacité de mettre ces trois, quatre pistes différentes d'expertise ensemble et vraiment, il y a quelque chose de très singulier par rapport à qu'est-ce que tu peux offrir et proposer et comment tu peux en fait arriver à contribuer au monde grâce à toute cette combinaison très, très intéressante. Donc, euh, j'aimerais bien commencer vraiment par ce sujet, question de la résilience, parce que partout aujourd'hui, on parle de la résilience. Face à Covid, face à confinement, maintenant déconfinement, face à potentiel aussi crise économique qui risque d'arriver. Donc, pour toi, ça veut dire quoi la résilience? Qu'est-ce que toi, tu vas mettre dans cette définition? Ça veut dire quoi? Comment? Parce que c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose pour notre vie, pour notre monde, c'est quelque chose qui est vraiment réel, vraiment important là maintenant aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi la résilience pour toi? Alors, la résilience, pour moi, je l'aborde dans un angle scientifique. C'est-à-dire, la définition basique, c'est la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc. Je trouve que c'est très intéressant de revenir à la définition scientifique parce qu'on trouve deux domaines. Le domaine élastique, qui va proposer une déformation reversible, et le domaine plastique, qui lui va proposer une déformation irréversible et permanente. Donc c'est sûr que bien sûr la définition psychologique, qui va être la capacité d'un individu à résister psychiquement aux épreuves et qui a été très développée notamment par Boris Cyrulnik, elle est présente. Mais quand je travaille avec des coachés, je reprends toujours cette définition scientifique pour leur montrer en fait que même l'objet qui a moins de capacité d'adaptation finalement que le vivant, et encore là on est en train de voir comment est-ce qu'au niveau des cellules, il y a une capacité de vie au niveau d'objet, comment même l'objet qui en tout cas a moins de capacité d'adaptabilité et d'agilité que le vivant est quand même capable de survivre à un choc s'il déploie, on va dire, des capacités élastiques. Et c'est dans ce cadre-là que ça m'a profondément intéressée de voir comment ma passion première, c'est-à-dire mettre la communication au service de ceux qui ont souffert et qui n'ont pas que souffert, c'est-à-dire qui ont réussi à traverser cette souffrance. Je ne dis pas dépasser, parce que là aussi, on se rappelle que passer au travers d'épreuves terribles ne nous laisse jamais intacts, mais la souffrance, on la vit tous à un certain niveau, et toutes les épreuves nous rendent peut-être plus forts, mais en tout cas déformés par ces épreuves-là. Et une chose que j'ai trouvée très intéressante, et je la partage avec vous parce que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Quand je suis arrivée aux États-Unis, le jour où je devais rencontrer mon directeur de thèse, Elie Wiesel, j'ai été accidentée. J'ai eu un accident de voiture. J'ai été frappée par une voiture. Je traversais la grande Commonwealth Avenue. Si vous êtes à Boston, c'est magnifique. Mais les voies sont très très larges à l'américaine. Et j'ai été heurtée vraiment de plein fouet. Et du coup, ça me vaudra de marcher avec une canne pendant plusieurs mois, fauteuil roulant pendant à peu près 1 mois et demi. Et cette question-là a été très intéressante, c'est-à-dire que ça m'a forcé aussi, sans mettre en parallèle bien sûr la souffrance de survivants, ça m'a mis en parallèle cette notion de comment je fais sans. C'est-à-dire comment je déforme mon corps pour remettre de la vie, remettre de l'agilité là où il n'y en a pas. Comment, si jamais je suis touchée à la main droite, je vais devoir essayer de trouver une façon de pouvoir m'adapter avec la main gauche. Donc pour moi, la résilience, c'est vraiment ça. Cette capacité de déploiement d'énergie dans un cadre de déformation forcée suite à un choc. D'accord ? Et le choc, n'oubliez pas, le choc, c'est quoi ? Le choc, c'est un impact. Quand j'ai été heurtée par une voiture, j'ai été impactée. Et quand on cherche, beaucoup de coachés cherchent une façon de pouvoir mieux impacter, donc finalement, ils cherchent aussi une façon de mieux choquer, en tout cas mieux transformer, déformer les personnes qui les écoutent. Et ça demande aussi un travail psychique de l'adaptation à l'autre en se disant, mais qu'est-ce que l'autre recherche dans ce que je dis ? Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est très intéressant de voir si ce que je dis correspond à vos attentes, parce que là, par exemple, ce qui me vient comme anecdote, je ne l'ai pas du tout partagé auparavant en webinaire, mais je trouve ça intéressant en particulier par rapport au fait que ce soit toi qui m'interviewe, Ilona, de se baser sur cette petite épreuve de vie qui m'a permis de savoir, ok,
comment aborder les choses alors qu'on claudique. Tout à fait. Tout à fait. En fait, moi, j'aime beaucoup cette petite anecdote et j'aime beaucoup cette base scientifique parce qu'en fait, dans mon représentation de la résilience, je aussi travaille énormément sur cette élasticité et la possibilité à trouver une marge de manœuvre, même si aussi c'est pas évident parfois et c'est compliqué, comme tu as dit, main gauche, main droite. Et maintenant, j'ai plus de manœuvres ici et par contre, je peux trouver les manœuvres par là. Donc, cette élasticité, ça, c'est un composant vraiment de la résilience qui se développe. On a beaucoup de la recherche qui démontre que la résilience puisse se développer grâce à cette vraiment élasticité quelque part. Donc, juste pour un petit peu essayer de comprendre vraiment ton parcours, en fait, tu as travaillé donc avec les gens qui ont survécu le génocide de Rwanda, tu as travaillé avec Malala, tu as travaillé avec les gens formidables, incroyables, qui ont vraiment donc aussi traversé dans leur parcours les situations très dures et évidemment sont fait preuve de la résilience. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce que toi, tu as personnellement appris? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce que tu as personnellement appris de ces personnes-là? Et comment tu arrives à transformer tout ce que tu as appris dans tes enseignements, dans tes formations vers les entreprises? Qu'est-ce que toi, tu as appris? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et comment les entreprises aussi, ça c'est une deuxième question, peuvent apprendre de ça. Bien sûr. Je vais me baser sur 3 témoignages qui pour moi ont été les plus importants, même si tous les témoignages de survivants sont tous absolument bouleversants. Ces 3 témoignages, vous pourrez les retrouver facilement parce qu'ils existent en livre, ils existent aussi en audio, puisque j'ai eu la chance pour les 3 auteurs qu'on me demande de pouvoir les interpréter. Il y a Elie Wiesel, témoignage La nuit, donc survivant de la Shoah, Malala Yousafzai avec son témoignage Moi Malala, et puis également Albert Nsengimana, qui est survivant du génocide du Rwanda, qui lui a écrit un livre bouleversant qui s'appelle Ma mère m'a tué, dans lequel il explique comment est-ce que sa mère, qui était Hutu, l'a livré aux Tutsis en attendant de le voir mis à mort et comment il a réussi de façon incroyable à s'échapper de cette horreur. Donc en se basant sur ces 3 témoignages, déjà ce qui m'a frappé pour avoir l'extrême honneur de travailler directement avec ces personnes, c'est l'humilité dont ils ont fait preuve dans leur transmission. L'humilité, c'est-à-dire l'accessibilité et le caractère de volonté d'apprendre de moi. En fait, quand j'ai été voir Tal Ben-Shahar à Harvard, je souffrais de manque de légitimité vis-à-vis de l'émotion, vis-à-vis de la relation à la vie. Je me disais, mais je vaux rien. J'ai entendu des gens tellement nobles, tellement grands, tellement incroyables me raconter des choses, mais avec une simplicité incroyable, sans même pleurer, que moi, je vais commencer à m'apitoyer sur mon sort en me disant, ah, t'as des petits bobos, boyfriend, pas boyfriend, machin. Donc, en fait, le burn-out que j'avais, c'était parce que je ne me donnais pas de légitimité. Et pourtant, ces gens-là, et ça c'était un des premiers apprentissages, quand je m'asseyais, la première fois justement, après comment dirais-je, pour vous dire aussi, j'ai cet accident-là, donc accident de voiture, envoyé aux urgences, je ne sais pas, et j'espère pas que vous avez l'expérience d'aller aux urgences aux États-Unis, mais la première chose qu'ils vous demandent, bien sûr, c'est la carte de crédit. Et donc, moi, je criais dans un mauvais anglais, « Please don't put me to the hospital, I don't have money, I don't have money. » Bon, bref. Donc, j'arrive aux urgences et donc, on me prend quand même. Et Elie Wiesel lui-même m'appelle. Je ne le connaissais que pour lui avoir envoyé une lettre en disant « Est-ce que, monsieur, vous pourriez accepter de pouvoir répondre à mes questions? Vous avez écrit des pièces de théâtre. Est-ce que pour vous, le théâtre est important en tant que survivant ?» Et il m'avait dit « J'ai des archives de pièces de théâtre que j'ai écrites dans ma jeunesse. Je vous ouvre mes archives si vous voulez faire un doctorat avec moi. » Donc j'étais partie, c'était la première fois que je devais le rencontrer. Sur le chemin, je me fais renverser. Et donc il m'appelle à l'hôpital. Donc bien sûr, je n'ai pas reconnu quand l'infirmière me dit « Elie Wiesel wants to talk to you ?» Je fais « Elie Wiesel, c'est quoi Elie Wiesel ?» Je ne comprenais pas du tout. Et c'était finalement Elie Wiesel. Bon bref. Donc cet caractère-là d'accessibilité. Et quand vous alliez dans son bureau, très très imposant, c'est quelqu'un
qui croisait les bras, qui vous regardait et qui vous disait « Je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. » Comment dire? Je n'ai rien à vous dire. Je ne suis pas intéressante. Je n'ai même pas de raison d'avoir l'honneur d'être devant vous, en fait. Et le « je vous écoute », ça a été la même chose pour Malala, ça a été la même chose pour Albert. C'est ces personnes-là qui viennent et qui s'intéressent à vous, petit vous. Et ça, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les relations, que ce soit... C'est fondamental, l'intérêt profond à l'autre. Et quand je dis l'intérêt, c'est avec une qualité présentielle de tout l'être. On vous donne la chance de pouvoir exister pendant un petit moment. On met de côté le téléphone, les sollicitations, les médias, et on se dédie vraiment à l'autre. Et c'est ce qui m'a permis ensuite, bien sûr, de développer cette volonté de savoir de plus en plus. Alors, il y a ce rapport-là dans la transmission, bien sûr, et puis, on va dire, au niveau résilience, on a un chemin de courage qui est évident dans les 3 parcours, que ce soit celui d'Elie Wiesel, quand il raconte la mort de son père, qui est absolument déchirant, par rapport à ce morceau de pain, bien sûr, qu'il va prendre, et la culpabilité qu'il va en dégager, cette notion aussi de perte de repère. Elie Wiesel était un homme profondément croyant, et qui va dire dans la nuit, même s'il ne va jamais perdre la foi, il va toujours remettre en question l'autorité, Dieu, en disant, mais finalement, cet enfant qu'on pend sous nos yeux, c'est Dieu qu'on est en train de pendre. Donc avec toujours une fidélité en termes de connaissance de soi, des valeurs profondes, tout en les remettant en question toujours, c'est-à-dire en ne partant pas du principe que j'ai raison. J'ai souffert, j'ai raison. Toute personne qui vous dit ça, d'ailleurs, est quelqu'un qui est plus ou moins à suspecter. Parce que généralement, les personnes qui ont vraiment souffert ne vont pas vous dire « j'ai raison », elles vont vous dire « laisse-moi te dire quelque chose, voilà ce qui m'est arrivé ». Et après, l'idée du « j'ai raison » vient justifier des notions de vengeance. Albert Nsimimana, par exemple, incroyable. Il est capable de pouvoir parler à des personnes hutus. Et j'ai eu la chance, là aussi, je vous conseille de pouvoir découvrir ce travail que j'ai fait avec le camp des Milles. Je ne sais pas si vous connaissez le camp des Milles, en 2 mots. C'est dans le petit village des Milles qui est près de Marseille. C'est le seul endroit qui fait un travail pédagogique de compréhension de la montée des extrémismes et comprendre comment on peut réussir à aller vers le génocide. Et j'ai pu travailler avec eux sur ce qu'on appelle les actes justes. Alors, on connaît l'idée des justes au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont caché les Juifs. Mais en fait, quand on parle d'actes justes, eh bien, ce sont des Hutus qui ont caché des Tutsis, ce sont des Turcs qui ont caché des Arméniens, et pas seulement... ce sont des personnes très simples. Généralement, c'est ça qui est terrible. C'est que plus les gens sont éduqués, allez, on va essayer de le tourner un peu de façon positive. Non, pas obligé. Plus les gens sont simples dans leur raisonnement, c'est-à-dire le bon raisonnement, plus en fait on se dit mais c'est fou. On a beau dire que ces personnes sont incubées du virus de Corona, peut-être exposées parce qu'ils sont aides-soignants, pas pour autant qu'on doit les forcer d'aller vivre dans leur voiture parce qu'ils peuvent polluer un immeuble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Après, on va dire que les repères, même s'ils sont très, très, très loin d'être les mêmes dans la crise que l'on vit, il y a quand même ce rapport à la méfiance, à la peur de l'autre qui revient de façon très, très systématique. Et donc, voilà, ce que je peux dire, c'est accessibilité avec une volonté de faire vivre l'autre, de faire exister l'autre et de comprendre l'autre. Ça, c'est, on va dire, le mot empathie a été tellement galvaudé que c'est difficile de pouvoir l'utiliser ici. Ouais. Moi, je parle de qualité présentielle à l'autre. Sur le moment, en termes de résilience, sur le moment du choc, il y a de toute façon une stratégie neuroscientifique, tout un panel d'hormones qui va se mettre en branle, qui nous dépasse. Et c'est pour ça que certains vont se trouver être des héros, d'autres des trouillards. D'ailleurs, on appelle trouillards des personnes qui prennent la fuite, alors qu'au niveau animal, c'est la meilleure stratégie pour survivre. On a fait depuis l'histoire de l'humanité, on fait toujours une grandiloquence du héros qui combat, et c'est vraiment culturel.
C'est-à-dire que normalement, cette question de choisir si oui ou non on peut combattre, on a tendance vraiment à rentrer dans tout ce qui va être agressivité très vite, plutôt que d'être ou dans la fuite ou alors dans le recul pour essayer de comprendre. Donc, ce sont des choses qu'on... Être un héros, on va dire, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas parce que ça fait partie, bien sûr, de la partie animale, de ce fameux cerveau reptilien que l'on a et qui est... qui délivre en fait des signaux qu'on ne contrôle pas. Alors, une autre référence pour vous, si vous êtes intéressé, ce sont les techniques d'optimisation du potentiel. On appelle ça les techniques TOP. Ce sont des techniques d'optimisation du potentiel. Vous trouverez toutes les informations en réseautop.fr. Ce sont des techniques qui sont utilisées, on parlait au niveau entreprise, des techniques qui sont utilisées pour des athlètes de très haut niveau, pour des militaires, pour des personnes qui doivent être envoyées pour faire une intervention au niveau terrain, très rapide, des techniques d'immédiate prise en charge du corps. Donc avec préparation mentale, préparation physique. Donc c'est des gens qui sont même soumis, dans le cadre de leur préparation, à un stress virtuel. Et bien même ces personnes-là, qui peuvent être les plus hauts gradés, le jour où arrive la sollicitation, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont réagir. Donc c'est pour ça que ce soit les 3 profils que je vous évoque, Rwanda, Pakistan et Shoah, on voit qu'en fait, lorsqu'arrive le moment de devoir réagir face à l'impuissance en fait d'être pris comme victime, il y a quelque chose qui les pousse à une réflexion très saine et ils vont se révéler être ce que nous, a posteriori, on va voir comme étant héroïque. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est pas seulement comment est-ce qu'ils vont développer une énergie pour essayer de rester en vie, on l'a tous en nous. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on peut survivre avec moins de confort, on est déjà résilient. Si on a survécu le confinement, on est déjà résilient. Donc, bravo à vous tous. Vous êtes tous ici, on est tous, je m'inclus, des résilients. On a réussi pendant 2 mois à vivre avec la difficulté de moins sortir, pas voir de proches, moins voir de proches, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ensuite ils ont travaillé à la réparation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur histoire personnelle de cet épisode traumatisant. Et comment est-ce qu'ils vont fonder tout leur destin, attention, de façon volontaire. Et là aussi, on revient sur la psychologie positive et sur les activités que propose aussi Positran. Ce sont des activités volontaires. De pouvoir développer ce traumatisme comme le début, non pas de quelque chose qui va être lamentatoire, je dirais, non pas quelque chose qui va être un prétexte pour se plaindre, mais un prétexte pour pouvoir se renforcer et apporter quelque chose d'autre au monde. Malala, bien sûr, c'est le destin fulgurant ensuite de reprendre les crayons et de pouvoir aller aux Nations Unies crier que non seulement elle a le droit d'aller sur le chemin de l'école, mais toutes les filles, talibans ou pas. D'accord ? Wiesel, et ça c'est assez incroyable, lorsqu'arrive le temps de la déformation, le temps du choc, c'est-à-dire la rafle, quand on va le chercher dans son village à Siguet. Je vais plus citer Wiesel parce que comme j'ai fait un doctorat pendant 7 ans avec lui, j'ai plus d'anecdotes sur lui. Il était sur le point de devenir fou de Dieu. Fou de Dieu, ça veut dire quoi ? C'est qu'il s'adonnait à des jeûnes rituels selon certaines traditions extrémistes juives pour faire venir le Messie. Et donc, il était vraiment sur le point, il le faisait avec 3 autres amis. L'un était tombé malade, l'autre était quasi mort, le 3e était fou. Et il dit, les nazis, d'une certaine manière, m'ont sauvé d'une mort par extrémisme. Et ça, c'est incroyable de voir en termes de traumatisme, on vient lui proposer d'une certaine manière une autre mort de quelque chose que lui-même s'imposait. Et ça, c'est très intéressant à mon avis comme histoire de résilience, c'est qu'on a tous ce pouvoir de destruction de soi-même, en soi, avec plus ou moins d'appétence. Parce qu'il existe aussi un plaisir, on va dire, de se faire mal. Sans aller dans l'histoire du masochisme, dans toute notre histoire neuronale, il y a aussi
cette sécrétion d'hormones, voilà, qu'on appelle endorphine, qui fait partie des hormones du bonheur et qui a pour but, quand on se fait mal, d'immédiatement être relâchée pour ne pas trop souffrir. Et cette hormone, elle fait partie des hormones du bonheur. Alors, il n'y a pas que celle-là, mais il y a aussi celle-là. Et c'est très intéressant de voir comment est-ce que, d'une certaine manière, certains qui sont heureux souffrent de ne pas être malheureux. Il y a aussi cette espèce de souffrance de l'ultra-confort. Comment se fait-il que l'ultra-riche soit malheureux? Comment se fait-il que celui qui est en hyper bonne santé soit malheureux? Donc il y a aussi ce travail-là sur soi de se dire, cette souffrance qui m'est imposée par l'extérieur va me permettre de pouvoir construire on va dire, construire mon destin sur quelque chose de fondateur comme mythe. Et on parlait justement du rapport à l'entreprise. Une des choses que je fais et qui m'est souvent demandée sur cette question du déconfinement, par exemple, c'est de travailler à un déconfinement positif au niveau storytelling, en recréant le mythe de la marque, du collectif. C'est-à-dire, si je travaille avec, je ne sais pas moi, un collectif bancaire, c'est comment nous avons survécu et quelle métaphore. Quand je parle de mythe, vous avez bien compris qu'on doit trouver quelque chose qui est de l'ordre de l'allégorie. Que ce soit Échille, que ce soit Christophe Colomb, comment on a réussi à naviguer, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Revenir à quelque chose d'imagé pour refonder une histoire collective et retrouver nos forces. Voilà aujourd'hui comment on a survécu et voilà ce que ça veut dire dans notre histoire de vie collective. C'est fascinant parce qu'en fait, il y a tellement de thématiques qui émergent de ton discours que j'adore. Et cette thématique d'humilité, évidemment, et accessibilité, c'est cette thématique aussi j'adorais ce je vous écoute et cet intérêt profond à la personne, thématique de qu'est-ce que moi je peux apporter maintenant dans le monde, comment je peux contribuer. Et c'est aussi cette idée de storytelling et mythe pour inspirer à la vision des autres, la vision aussi de soi-même chez la vision des autres. Et j'aimerais bien un petit peu aller plus en profondeur à tout de ça. Comment potentiellement on pouvait développer ça en entreprise? Comment peut-être on peut accompagner le leader, le manager dans le développement de ce type de compétences, par potentiellement aussi par les moyens théâtrales. Est-ce que tu peux essayer de approfondir ça un petit peu? Alors, Comment on a porté cette je dirais entreprise? deux axes qui sont très importants dans l'encadrement au niveau leadership pour la résilience. Le premier axe, bien sûr, c'est la communication qu'on dirait communication positive. J'ai cité les jeux de rôle, j'ai cité tout ce qui va être improvisation. Il y a des exercices qui sont très précis et comprendre que l'art de la scène est là comme laboratoire du réel. On va avoir enfin la chance de tester notre réalité et faire un retour dessus et permettre à d'autres personnes, ça c'est par exemple le principe du théâtre forum, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, le principe du théâtre forum, c'est vraiment l'interventionnisme. Je crée un scénario de A à Z et je permets de m'arrêter dans ce scénario et d'avoir quelqu'un qui vient pour proposer quelque chose de différent. On vient, on débat, on discute, sans volonté de trouver le meilleur scénario, mais en demandant toujours à la personne, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Et ça, c'est absolument formidable parce que le qu'est-ce que tu as ressenti, on se rend compte en fait que 90%, et là je reprends les chiffres qui avaient été donnés par Marshall Rosenberg lorsqu'il a écrit Communication non violente, on va dire sa Bible, 90% des conflits en entreprise viennent de malentendus, viennent de relationnels. Ça n'a rien à voir avec la santé de l'entreprise. Donc, ce relationnel, il passe déjà par une communication qu'on appelle assertive. Alors, je sais que vous êtes tous au fait du fameux dicton sur l'assertivité, hein, ni hérisson, ni paillasson, ni agressivité, ni soumission. C'est cette idée-là de comment je peux avoir la parole juste. Et au niveau de la communication, encore une fois, en termes de résilience, il faut faire comprendre au leader qu'il doit travailler comme ces trois personnes. Et j'ai vu en commentaire qu'il y a une personne qui dit que ce rapport de présentiel à l'autre, est-ce que ce n'est pas un rapport de présentiel à soi? Effectivement, c'est tout à fait ce dont il s'agit. Ce qui est important, c'est de se dire parce qu'on se connaît. Et se connaître, ça veut dire déjà oser se voir en vidéo.
Je sais que certaines personnes détestent se voir en vidéo. Et je dis toujours, mais si vous n'aimez pas vous voir, imaginez que vous êtes en train de montrer ce que vous détestez tous les jours aux gens qui vous entourent. Donc, je vous en prie, prenez un moment pour oser vous regarder et voir ce qui se dégage tout simplement. Alors bien sûr, au niveau de la communication, quand on est encadré en termes de coaching, on regarde sur les vidéos, on enlève le son et on voit l'émotion qui passe. Et on se rend compte que quand on est en train d'expliquer quelque chose, ça peut être excessivement agressif. Et la personne en face, elle le reçoit, cette agressivité-là. Surtout dans un cadre de déconfinement, c'est-à-dire dans un cadre où les gens sont épuisés. Parce qu'il ne faut pas croire, bien sûr, que les collaborateurs sont restés tranquillement chez eux, beaucoup de personnes pensent ça, en mode vacances. Au contraire, selon d'ailleurs ce que vous savez des collaborateurs, et ça c'est le deuxième axe, premier axe communication, deuxième axe, stratégie. Selon ce que vous savez des collaborateurs, il faut venir essayer de travailler ce qu'on appelle le système des organisations tel que Crozier l'a proposé. C'est-à-dire faire un sociogramme. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent bien cette approche. Le sociogramme, c'est très simple, c'est juste cartographier en essayant de savoir comment chacun des collaborateurs ont vécu leur confinement. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les personnes que j'ai citées, Albert Nsengimana, Malala ou Elie Wiesel, lorsqu'ils vous disaient « je vous écoute », ils avaient quand même fait la démarche de se dire « je vais accorder ma confiance à la personne, je vais la regarder, je vais l'écouter, mais je sais que je n'ai pas affaire à quelqu'un qui a des mauvaises intentions, à quelqu'un qui va commencer à détourner ce que j'ai à dire, etc. » Donc, ils s'étaient renseignés sur cette personne. Et à partir de là, adapter un discours à la personne. Donc, se poser la question stratégique de se dire comment je peux être à ma place, comment je peux jouer mon personnage sans être trop arrogant ou trop leader perché en disant voilà ce que je sais et toi surtout tu dois m'écouter et faire. Et puis sans être oh là là, je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. La pire des choses en termes d'assertivité non contrôlée, vous savez, ce sont les leaders qui s'excusent. Insupportable. Insupportable ces gens. Je suis désolée de te déranger, j'aurais un petit service à te demander. Tu n'as pas un petit service à me demander, tu es mon boss. Donc tu me demandes quelque chose. Cette fausse assertivité insupportable. Donc comment essayer de trouver le bon équilibre? Eh bien ce bon équilibre, ça se travaille au niveau communication, au niveau stratégie. Je disais cultiver l'horizontal. L'horizontal, c'est-à-dire exactement comme les 3 exemples que j'ai cités, je viens de façon égalitaire. C'est-à-dire, je ne te prends pas pour quelqu'un qui doit être téléguidé. Je ne te prends pas pour quelqu'un qui doit faire ce que je lui dis. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Je ne suis pas là en chef de pyramide, parce qu'au niveau hiérarchique, je suis au-dessus de toi, pour pouvoir et te menacer. Et je suis là pour pouvoir apprendre aussi de toi. Apprendre aussi de toi. Et oser, alors là, la phrase incroyable, oser pouvoir dire, écoute, sur ce dossier, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas expert. Oser dire ça. Et ce qui est assez important aussi, travailler son management. Je sais qu'au niveau leadership, on a souvent des leaders qui sont plutôt, on va dire, dans la volonté de faire avancer l'entreprise avec ses idées de valeurs d'entreprise, de culture d'entreprise. Mais c'est avant tout des choses qu'il faut travailler au niveau managérial, c'est-à-dire en termes de relationnel. Donc, quelque part, si je reprends un petit peu, je trouve qu'en fait, tu combines cette notion d'humilité avec notion de courage et communication juste, communication positive, c'est comme on arrive à avoir cet équilibre entre humilité et le courage. Donc, humilité et notre capacité à oser dire. Donc, c'est quelque part, on retrouve dans les travaux scientifiques sur le leadership, expression de leadership, c'est précisément ces 2 notions qui sont vraiment combinées dans une façon égale quelque part. Je ne me prends pas trop sérieux, donc je suis humble. Et en même temps, j'ose dire ce qu'il faut dire. Et c'est vraiment quelque part, entre les deux, on arrive à avoir cette communication positive. Juste pour aller un petit peu plus loin, ce qui m'intéresse beaucoup, cette notion de communication dans une situation de résilience. Donc, communication positive dans les situations donc, des crises, donc, parce qu'on est en train quand même à traverser quelque chose de très significatif au niveau sociétal. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire avoir cette communication juste, communication positive, communication résiliente, qui ne va pas peut-être trop loin dans l'optimisme, ou peut-être oui, ça dépend, quelle est ta position, mais communication qui en même temps reconnaît à l'expérience, le vécu, peut-être très difficile des collaborateurs, le peur aussi, les inquiétudes qu'ils peuvent avoir par rapport aux circonstances, par rapport au futur. Donc, et en même temps, quand même donner l'espoir et la vision. Donc, quels sont tes conseils par rapport à cette communication positive dans une situation de crise pour favoriser la résilience? Alors, les conseils que j'ai, là où je me base sur Julie, c'est Julie qui vient de dire se permettre d'être sur la boîte de conversation. Se permettre d'être, ça veut dire avant tout faire taire le perroquet négatif, faire taire le syndrome de l'imposteur, faire taire la petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous rappelle combien on n'est pas légitime, on n'est pas assez bien maquillé avant un séminaire, c'est ce qui m'est arrivé, on n'est pas assez bien maquillé. Très bien, m'inquiète. Donc vraiment, ou alors l'avoir si vous voulez, mais en situation, être dans le rapport à l'autre en termes de présentiel, en fait, pour gagner du présentiel, c'est mettre de côté tout ce qui existe à part ce moment-là de relation. C'est-à-dire vous êtes complètement là pour l'autre et avant tout être là pour l'autre, ça veut dire ne pas être là pour soi. Ou alors être là pour soi avec l'autre, ça ne veut pas dire que je me mets sur scène. Parce que lorsqu'on est en plein, on va dire, autocritique, quand on est en train de souffrir, d'être en pleine critique de soi, on est encore avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, c'est-à-dire soi-même. Donc arrêtez radio moi-même, la fréquence où tout d'un coup on entend combien on a l'air ridicule, etc. Et quand je dis ça, ça va même plus loin, c'est-à-dire que pour certaines personnes qui sont très perfectionnistes, ça peut aller, quand vous êtes en situation d'extrême stress, pour des leaders, des moments de position méta. Alors la position méta, c'est quand tout d'un coup vous voyez en train de faire. Par exemple, là, je m'arrête, je me vois dans la vidéo, je me dis mais j'ai la main qui est élevée. C'est ridicule. Ils ont dû voir que j'ai la main que j'ai élevée. Ils doivent penser que je suis ridicule. Mais en même temps, si je descends ma main, ils vont voir que j'ai descendu ma main. Donc, il vaut mieux que je laisse ma main comme ça, personne ne le verra. Donc, ça vous fait faire des choses absolument bizarres. Quand c'est comme ça, et surtout j'ai vu des gens au niveau pression d'entretien, d'embauche, ou même passer des comités d'audition terribles. Quand c'est comme ça, un retour d'intégration à soi et trouver en fait la force dans le regard de l'autre. Alors, je sais que généralement, vous allez me dire, mais c'est l'inverse. Généralement, il vaut mieux pas le regarder parce que si on ne le regarde pas trop, peut-être que la personne ne va pas détecter la peur qui se lit sur mon visage. C'est faux. En fait, ce qui se passe quand vous êtes en communication, et en particulier dans des situations de leadership, je dis toujours à mes coachés, il faut que vous fassiez un switch mental. Ce switch mental, il est simple. Quand vous êtes en situation stressante de prise de parole en public, arrêtez de vous imaginer victime de voyeurisme des autres, comme si c'était vous qui receviez uniquement les critiques et surtout, pire que la critique, la sensation d'être ridicule. C'est surtout ça que les gens ne supportent pas. Arrêtez de croire que vous êtes uniquement dans un rapport de dominant-dominé. Quand vous êtes en situation de prise de parole en public, en termes de communication, switchez au niveau mental et regardez que vous êtes actif. C'est vous qui donnez le regard. C'est vous qui regardez les autres dans un rapport profondément actif et pas passif. Et dès que vous vous dites ça juste avant de monter sur scène, moi je le sais par rapport à des expériences même de théâtre, ça change tout. Ça a l'air de rien et ça change tout. Donc faire taire le petit perroquet négatif, le syndrome de l'imposteur, c'est absolument nécessaire pour revenir sur cette idée de communication. Et puis, l'autre question au niveau de la communication, c'est de pouvoir travailler aussi sa posture globale. Et la posture globale à l'autre, c'est ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait être mal interprété de l'autre. Je vous donne un exemple. Je coachais un dirigeant qui, à chaque fois qu'il devait parler d'argent, il savonnait, la savonnette. Alors, nous allons parler du budget, ça, tout le monde savait que c'était… Voilà. Et puis ensuite,
Il m'avait dit, moi, je veux être authentique. Alors, pour être authentique, je vais mettre les mains dans les poches. Voilà. Donc, je prends la parole, je parle du budget, détente. Hein, on est détente et puis je mets les mains dans la poche. L'équipe ne supportait pas ça. Pour eux, c'était un manque de respect total. Alors, soi-disant, voilà, on est déconfiné, voilà, ça y est, on va pouvoir… Pas du tout. C'est vraiment vu comme un profond manque de respect de la part des autres. Tous ces gestes-là, alors après, vous allez me dire, ah, est-ce qu'il faut vraiment être très, très attentif à tout ce qu'on fait? Non, mais utiliser une vidéo, par exemple, quand vous avez quelque chose à enjeu. Moi, je pense que, par exemple, un leader qui doit prendre la parole après le déconfinement devant l'équipe, c'est quelque chose qui est à enjeu et dans lequel il doit se filmer. Oui. Vraiment, profondément. Et qu'est-ce qu'on filme? C'est la posture en général, c'est le rapport à la gestuelle. La gestuelle inclut toutes les mimiques faciales, puisqu'en fait, et en particulier dans tout ce qui va être rapport au webinaire, vous voyez bien qu'il y a uniquement le visage et un peu les mains, parce que j'essaye de jouer aux marionnettes avec vous, mais sinon, voilà, c'est surtout par le visage. Et le visage, qu'est-ce qui est intéressant de pouvoir regarder? C'est penser aux émoticônes. Ok, comment vous changez d'expression sur un émoticône? Ben, plutôt que de le rendre heureux, ben, vous allez changer la bouche, d'accord? Et c'est les sourcils qui ici sont froncés, s'ils sont soulevés avec un air de stupeur. Donc c'est uniquement bouche, sourcils et à ce niveau-là qui va être très expressif. Donc ça, ce sont des choses qui vont se travailler. Je vous rappelle qu'on a tous la possibilité, alors selon son degré hiérarchique, mais un leader surtout au niveau de l'autorité, a la capacité de tuer quelqu'un avec un sourcil. Lorsqu'il embauche quelqu'un, il regarde un CV, il fait ça. Tac! Il a tué la personne qui essaye de passer son entretien d'embauche. Juste un sourcil. D'accord? Donc faites très attention aussi à la façon que vous avez d'être expressif. Il y a des personnes qui essayent de neutraliser tout. Et là, vous allez voir qu'en fait, ils vont paraître bien monotones quand ils prennent la parole. Le but, c'est vraiment d'être le plus varié possible et d'être dans ce qu'on dit. Et d'être dans ce qu'on dit, ben, c'est aussi investir le corps pour faire en sorte que rien dans ce que l'on est n'est pas sollicité dans le rapport à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le leadership incarné. Merci beaucoup pour ta réflexion. J'aimerais bien juste un petit peu aller parler avec toi maintenant, toi-même. Comment toi, personnellement, tu as vécu le confinement? Comment toi-même, tu as personnellement vécu et en train de vivre cette traversée? Et qu'est-ce que aussi dans ta propre vie, toi, peut-être tu as appris des gens avec qui tu as travaillé, donc tous ces survivants, et quelles sont les leçons peut-être qu'ils ont apportées aussi? Donc, Alors, sur cette question-là, et c'est intéressant parce que j'ai affaire, si vous êtes tous ici aujourd'hui, c'est que vous devez vous intéresser à la psychologie positive, à la communauté Positran. Et bizarrement, à force, moi, d'avoir travaillé cette question de positionnement, de communication, de leadership positif, j'ai eu l'inverse. Et qu'est-ce que c'est que l'inverse? C'est-à-dire des qualités de résilience exacerbées. Je m'explique. Il y a 3 mois, je cherche mon téléphone, je ne le trouve pas. Et je réfléchis, je me dis, effectivement, j'ai dû l'oublier dans le métro que je venais de prendre. Immédiatement, bien sûr, en bonne coach que je suis, je développe tout un panel de possibilités de pouvoir pallier le manque de ce téléphone. Et je commence à rechercher, ça va me prendre à peu près 1h30, rechercher dans mes anciennes affaires un autre téléphone. Ensuite, je recherche une autre puce. J'essaie de commencer à envoyer des emails à toutes les personnes pour récupérer les données, etc. Le soir, c'est-à-dire après 5-6 heures où j'avais réussi à récupérer le tiers des messages et des contacts des personnes, le soir, je me couche et je me rends compte que j'avais simplement mis, par habitude, mon téléphone sur ma table de nuit. Donc la question, elle est très simple. C'est la résilience va jusqu'où pour vous faire dire que, ah, d'accord, je fais le deuil de cette chose, je passe à autre chose. Ce deuil de la chose, je crois qu'il faut quand même lui donner un certain temps. Surtout si on est un peu familier avec la capacité à rebondir. Je pense que oui, il faut rebondir, mais il faut se donner le temps d'aller au sol, de plier les genoux et ensuite de ressauter. Et pas forcément de sauter trop rapidement d'étape en étape. Et ça,
en plus ajouter à cela beaucoup d'impatience et d'énergie, c'est quelque chose que je me donnerais comment dirais-je, comme leçon, en particulier si j'avais quelque chose à dire sur ce que j'ai appris par rapport à toute cette réflexion et là où j'en suis. Et une autre chose, c'est vraiment ne pas se sous-estimer, ne pas se surestimer, mais ne pas se sous-estimer. On a une tendance, et je trouve en France en particulier, à une dévaluation profonde, bien sûr à ne pas prendre le bonheur au sérieux, mais ça, vous le savez tous. On a toujours cette idée de Monsieur Pignon, quoi, l'imbécile heureux qui est là et qui se contente de son petit bonheur. Hein, voilà. Et je pense que là aussi, vous qui avez tous réussi à prendre le bonheur au sérieux, il est temps aussi de se prendre soi au sérieux. Alors je vois que Julie parlait de la non prise en conscience de soi lorsque j'ai parlé de position méta. Je reviens tout de suite sur ce que vous avez dit comme remarque. Bien sûr qu'il ne faut pas s'oublier soi. Et quand on est dans le rapport à l'autre, je ne parle pas d'oubli de soi, mais au contraire de repositionnement de soi vis-à-vis de l'autre. Parce que ce qui est très étrange, c'est que quand on est complètement absorbé dans le rapport à soi, là aussi, au niveau hormonal, on a quelque chose qui va se développer, c'est-à-dire le fameux flow. Et qu'est-ce que c'est que le flow? C'est cette énergie où tout d'un coup, on est transporté dans quelque chose qui nous permet de se sentir en vie. Mais pour ça, il faut accepter de pouvoir le vivre avec les autres. Même si les autres vont dire après, oh, mais alors c'était nul, mais archi nul. Peu importe, vous, dans la relation, vous avez donné. Et je vais vous dire, là, généralement, les leaders, ils réagissent quand je dis ça. Quand vous êtes dans la relation à l'autre, si vous êtes dans une continuelle plainte sur le fait que vous n'êtes pas à la hauteur ou que les gens vont voir que vous êtes ridicule, c'est une faute professionnelle. Parce que si le soignant, si le docteur qui est en train de travailler sur un patient commence à se poser des questions sur lui-même, à savoir est-ce que oui ou non je vais être à la hauteur, etc., il risque de mettre en danger la vie de l'autre. Donc ce n'est pas une question de s'oublier, c'est au contraire une question de désaxer pour comprendre la richesse que l'autre peut m'apporter dans la relation que j'établis. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris et que j'aime faire de façon, on va dire, passionnelle. Je vois bien que c'est passionnel. Merci. Et jusqu'en dernière question, j'aimerais bien en fait parler juste un petit peu autour de cette notion des KBI que tu proposes, Key Behavioral Indicators, autour de la résilience, parce que je trouvais cette notion très intéressante, très originale aussi, et c'est quelque chose qui peut beaucoup apporter aux entreprises. Donc, alors, cette notion de KPIs, on la trouve depuis, on va dire, les années 2010. Comme on a les fameux KPIs sur la performance, comme on a les KPIs sur la finance, les KPIs sont des rapports, des signaux comportementaux que l'on peut proposer en termes de grille de réflexion à un leader. Ces KPIs sont intéressants parce que justement, comme tout ce qui est soft skills, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, est très difficilement quantifiable, eh bien la seule façon de les forcer à rentrer dans une échelle, c'est de pouvoir lister différents comportements attendus de la part des collaborateurs et même du leader. Ces KPIs peuvent être très importants en termes stratégiques lorsque vous avez à revenir au travail. Et je conseille aux leaders, en plus de cette question de mapping que j'ai citée au niveau du sociogramme, de pouvoir faire la liste claire de ce qui est attendu en termes de comportement des collaborateurs. Et quand je dis comportement, ce n'est pas seulement des comportements au niveau barrière de sécurité, on va dire hygiénique vis-à-vis du Covid. Ça peut être aussi des comportements qui vont être beaucoup plus reliés à machine à café, ère de dialogue et de discussion, moments de pause, des moments en fait de créativité. C'est comme ça d'ailleurs que Google a pu inventer Google Maps, simplement en permettant dans les KPIs d'avoir des moments, on va dire, de pause au sein de la journée en les mettant à profit.
Donc ces KPIs, en fait, ils sont très comportementaux et ils touchent au domaine de la communication, ils touchent au domaine de la stratégie, ils touchent à des domaines aussi de relationnel pur, d'accord, donc pas seulement communicationnel mais relationnel. Ils touchent aussi à tout ce qui va être plus le réseautage. Ça aussi, ça touche au comportement. Réseautage, c'est-à-dire comment faire vivre la communauté, ce qui est attendu de la part du leader, ce qui est attendu de la part du collaborateur. Et tout cela, bien sûr, suivant des protocoles, on va dire, d'ouverture de réunions d'équipe, avec la météo du jour, avec des respects de tours de parole, etc. Alors, vous allez me dire, ce que je vous décris, ça fait un peu holacratie, un peu nouvelles entreprises, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas pour les entreprises que je coach, qui sont quand même des grands groupes, on voit vraiment la volonté profonde de pouvoir essayer de comprendre en fait ce qui se passe. On a une telle souffrance au travail que si jamais, comme je vous le disais, on ne revient pas à la question du managérial avant la question du leadership, on est complètement fini. Et rappelez-vous la différence entre leadership et management. Le leadership, to lead, c'est-à-dire montrer, il y a un côté de solitude profond du leader, puisqu'il doit montrer la voie et il doit créer du followership. Donc, quand on parle de leader, on parle d'oser se mettre en lumière avec tout ce qui va être potentialité d'être jugé, d'être moqué, d'être ridiculisé, de ne pas être suivi. C'est ça, être un leader. La dure réalité du leader. Et le manager, lui, to manage, c'est-à-dire gérer, c'est lui qui, dans l'ombre, doit travailler comme une fourmi à tisser les liens de l'équipe, travailler le relationnel, faire du babysitting, certains me disent, mais en tout cas, veiller à ce que l'équipe développe un certain bien-être. Et quand je parle justement que le leadership doit aujourd'hui comprendre une part de management, c'est quelque chose qui doit être, à mon avis, listé dans les KPIs, dans le comportemental qui est attendu d'un leader, par exemple. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment très intéressant, cette KPI, une notion de KPI qu'on peut aller plus loin et vraiment développer un KPI de la résilience qu'ils ont peut-être le plus adapté actuellement dans cette situation très différente de vécu au travail dans une nouvelle façon. Donc, et juste une toute dernière question, en fait, c'est très, très libre comme question. On est en train d'arriver à la fin de cet entretien sur la résilience, sur le survivant, posture managériale, posture de leadership, la communication, intégration, en fait, toutes ces connaissances aussi théâtrales que tu ajoutes à ça. Donc, quels vont être peut-être tes derniers messages pour la résilience des gens qui nous écoutent? Quels ont, en fait, le dernier, quelque part, mot à dire pour favoriser le développement de cette résilience, adaptation, capacité d'adaptation, cette flexibilité de laquelle on a parlé. Le dernier message que je voudrais passer, c'est une citation de Margaret O'Brien qui dit « You are the one you have been waiting for ». Vous êtes celui que vous avez attendu. C'est vrai que, bon, je vais pas parler de leadership au féminin, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit depuis petite, que le prince charmant arrivera. Mais bon, pour les petits garçons, peut-être qu'on a aussi cette idée de princesse charmante, ou en tout cas du conjoint, ou en tout cas qu'on n'est pas encore complet lorsqu'on n'a pas sa moitié. Et je pense qu'au contraire, on peut réussir en développant cette idée que l'on est la personne que l'on attend, et que ça favorise en fait des relations très saines dans une capacité à être en couple avec conjoint ou autre. Donc je pense que cette idée-là de ne plus attendre, de compter sur quelqu'un pour pouvoir se prendre en main, elle est fondamentale. Et moi, c'est vraiment ce qui a été un message le plus profond que j'ai pu lire dans tous les témoignages. Ce sont des personnes qui, au bout d'un moment, parce qu'elles ont vu toute leur famille disparaître, parce qu'elles ont vu tous leurs repères disparaître, se sont dit, mais finalement, il n'y a que moi. Et c'est grâce à moi que je vais réussir à m'en sortir. Donc, c'est avec ça que j'aimerais pouvoir vous laisser aujourd'hui. Donc, merci énormément. C'était absolument fascinant. C'était très, 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 très intéressant et c'était un grand plaisir à échanger aujourd'hui avec toi. Donc, je pense que je vois les gens applaudir partout. Merci à tous, c'est gentil comme tout. Merci Ilona, merci encore de me permettre de pouvoir
voilà, prendre la parole et merci à vous tous de votre écoute bienveillante et chaleureuse.